Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans cet énième Antoine et ses copains aiment le rock. Ce soir, je reçois Benjamin Durand. Bonsoir Benjamin, bienvenue ici dans mon antre parisienne de la rue des Coquelets. J'invente des rues. On est à Paris pourtant, c'est vrai. Pour une fois que c'est vrai. Salut Benjamin, comment tu vas? Tu te portes bien? Ça va Antoine, j'ai très hâte de débattre sur notre sujet du jour. On est le 27 février, il y a 2 jours disparaissait le chanteur de Toc Toc. Je voulais juste faire un petit bisou à toute la communauté de fans et à tous les gens qui ont le cœur gros, et j'espère du coup que ça va m'amener à C'est pas découvrir... vraiment dommage qu'on va lui rendre tout de suite. Non, oui, parce que j'ai pas encore traité du sujet qui va nous intéresser ce soir, mais voilà. Petit bisou au chanteur de Toc Toc. Il faudra qu'on parle de Marcolis. De Marcolis, voilà. On en parlera. Du génie de Marcolis. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un podcast discographie qui va concerner les Rolling Stones, une époque pas vraiment appréciée par même les plus gros fans hardcore, dont je fais partie, mais que moi j'apprécie quand même parce que je suis plus hardcore que tous les autres fans. Donc non, plus sérieusement, on va parler de Dirty Work, album paru en 86, un album dont il n'est pas facile de sortir des choses, mais dont on va essayer de parler au mieux en replaçant un peu les choses dans leur contexte, Benjamin. On est donc en 85, l'album d'avant est sorti en 83, c'était Undercover. Et sa triplette de clips pseudo-inspirés de Thriller, etc., enfin du début de l'ère MTV. On en parle dans un podcast d'ailleurs sur Mick Jagger en solo et l'ère MTV. Jagger donc vient de faire un espèce de coup de crasse monumental aux Stones en signant un peu dans leur dos un contrat avec le russe de Columbia dont le nom m'échappe. Walter Yetnikov. Et ben tu es là pour ça, Walter Yetnikov. Et donc il a signé pour 2 albums solo qui vont être donc She's the Boss et Primitive Cool. Et le problème c'est que les Stones doivent un album et ça sera Dirty Work, enregistré principalement à New York en 85 et au Pâté Marconi surtout aussi. Vas-y. De te corriger, Bah, mais justement, là on a un truc qui explique beaucoup de choses dans le détail de ce contrat. Parce que le contrat que Jagger signe à ce moment-là n'est pas seulement pour lui, il est aussi pour les Stones. Oui, tout à fait. Voilà, oui. parce que les Stones aussi sont signés chez Columbia. Et Dirty Work, Rolling Stones Records, qui était distribué jusqu'à présent par Atlantic, aux États-Unis par Atlantic, mais c'est EMI qui distribuait Rolling Stones Studio depuis Some Girls. Ouais. Et donc, ils cassent les Stones ces contrats-là pour aussi signer. En fait, Jagger signe avec Yetnikov à la fois pour sa carrière solo et pour le disque des Rolling Stones. En fait, Yetnikov... Tu veux dire que Jagger négocie un disque des Rolling Stones sans l'accord des 4 autres, des 3 autres, parce que Ron Wood n'est pas encore un membre permanent des Rolling Stones en 85. Il les fait être d'accord avec lui, plus ou moins, mais de toute façon, je ne suis pas vraiment sûr que les 3 autres avaient vraiment en gros, il laissait faire Jagger non, parce que sur c'est ce quand genre même de l'époque, choses-là. on va en parler tout au long de ce podcast, mais c'est quand même l'époque où Richards a un peu abandonné, en tout cas l'héroïne, à défaut de boire encore pas mal de whisky, mais il a quand même envie de reprendre les affaires courantes, quoi. Et d'ailleurs, ça va être un peu l'album de Richards, cet album, on va en reparler. Mais donc, du coup, ils sont un peu... She's the Boss est sorti, quelques mois avant, et puis je pense que Jagger essuie quand même un échec absolument incroyable, quoi. J'ai revu les moyens qui sont mis dans la production, je rappelle quand même qu'il a été jusqu'à faire un téléfilm qui illustre le disque, et tout ça... je pense, est tourné en moquerie par tout le monde. Il essaye de... tout le monde le convainc qu'il peut être le pendant de Madonna, de Prince et de Michael Jackson et de Bowie. Bowie qui a cartonné avec Let's Dance. Et c'est exactement ce que Yetnikov lui a fait miroiter. C'est ça. Parce que Yetnikov, c'est CBS, c'est aussi le label de Michael Jackson. Exactement. Et donc c'est aussi pour ça que Jagger va signer avec CBS, parce qu'il sait que CBS a l'infrastructure
pour faire une promotion blockbuster Ah bah, à l'ère MTV Ouais, mais ce qui va va lui être le cas. convenir. Et en fait, il amène les Stones dans le le panier business, pour ouais. avoir un espèce de truc machin, mais lui, ce qu'il a en tête, c'est le succès de sa carrière solo avant tout. Voilà, donc du coup, il va participer de façon soporifique à ces sessions. Mm. Et donc, c'est dans cette ambiance que les Stones se retrouvent au Pâté Marconi en 85. Et d'ailleurs, les plus français d'entre nous qui étaient en âge de pouvoir squatter devant les studios étaient là. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ces magnifiques images filmées par Jacques Marcoux, qui est un fan des Stones que je salue, et qui a filmé un petit peu l'arrivée des Stones à l'époque, en 85, dans une ambiance assez différente de ce qu'on peut voir maintenant, c'est-à-dire que on voit Ron arriver en 205 GTI, canette de Cronenbourg à la main. Enfin, c'est pas encore le business et aussi le mode de vie qu'ils ont eu après les tournées Michael Cole qui vont commencer 5 ans après. Donc on est vraiment encore dans une période transitoire où les Stones ont quand même du pognon grâce à la tournée 80-82, mais où c'est pas non plus, c'est pas le George V et compagnie, quoi. Mais je pense aussi que précisément, c'est aussi ce décalage que Jagger, à mon avis, ne pouvait plus supporter. Tu m'étonnes. D'être avec des espèces d'éternels Clodo, adolescents et délinquants clodo, puis Jagger, voilà, complètement irresponsables. Regardez, ça dure 25 minutes, vous tapez Rolling Stone 85 Pâté Marconi, vous verrez des images où Richards fait des siestes dans sa Bentley, c'est son père qui conduit, qui fume la pipe, enfin c'est très artisanal encore, c'est encore des gens normaux, ce qui vont complètement cesser d'être après la tournée Steel Wheels finalement, donc c'est vraiment la dernière période authentique. Et pourtant, c'est un album voilà, qui a été quand même relativement difficile à faire et à finir, et qui a été tenu à bout de bras par Richards parce que tout le monde est absent en fait. Tout à fait. Et il va y avoir de nombreux guests, etc. On va en reparler en détail. Mais comment commencer, comment aborder le disque, quoi, parce que c'est un disque que les fans, je pense qu'il y a... Allez, à 80%, je pense que les gens citeront Dirty Work comme l'album le plus faible des Stones. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord. Moi non plus. C'est de ça dont on va parler. Il y en a des bien pires. Je ne dis pas que c'est un grand disque, mais c'est un disque qui a le mérite d'exister et qui regorge de chansons assez intéressantes. L'esprit de l'album, c'est quoi? C'est un peu une rancœur. Les textes de Jagger sont faits à la va-vite. Je pense qu'il commence un peu son écriture automatique. Je me débarrasse des trucs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment jamais Jagger et Richards vont se croiser. C'est-à-dire que en gros Jagger bossait, il préparait déjà Primitive Cool finalement, et Richard attendait que Jagger se barre pour se pointer à minuit et rebosser les morceaux, réeffacer les trucs, et Jagger fera l'album, ses parties d'album tout seul, tout en faisant croire à la presse, on en parlera sur la promo, que les Stones sont encore un groupe, ils sont toujours vivants, etc. Et finalement ça débouchera sur une non-tournée qui provoquera aussi pas mal de choses. Et puis on peut peut-être parler aussi du sale état dans lequel est Charlie Watts à l'époque, voilà. qui est une autre des explications du fait qu'une tournée n'est pas organisée, parce qu'a priori Charlie Watts n'était pas en mesure physiquement de pouvoir assumer une tournée. L'illustration de ça a lieu un peu au Live Aid, je dirais, qui a lieu le 13 juillet 85, donc c'est en plein enregistrement. Et les Stones, tout le monde leur propose de venir faire un set, puisqu'il y a quand même Led Zepp qui se reforme, les Who qui avaient pu tourner depuis 82. Et les Stones refusent et vont venir par petits bouts. Et Jagger exige de passer à 20h, et du coup ça lui fait une méga promo qui ne servira manifestement pas les ventes de She's the Boss. Et donc du coup Jagger performe en solo accompagné du groupe, un groupe horrible avec des cheveux longs, il y a des photos terribles Daryl and the All Outs ou un truc comme ça, ça te dit rien ce nom de groupe? Enfin bref. Et tandis que Richards et Wood accompagnent Dylan un peu de façon improvisée, il y a des répètes de ça. Et puis avec poids de son, cassage de cordes. Et puis apparemment Dylan change la setlist au dernier moment sur les... enfin voilà, ça donne... Et donc du coup on a 3 bouts de Stones, en tout cas le clan Richards Wood d'un côté et Jagger de l'autre qui se tire la bourre en fait. Et bon, Jagger évidemment, pour les témoins de l'époque, Jagger a fait une performance géniale où il fait l'Oniel de top et où il y a un duo avec Tina Turner où ils font State of Shock, It's on Rock'n'Roll et Miss You. Donc voilà, vraiment bizarre, période vraiment bizarre. Donc Charlie Watts, qu'est-ce qui se passe? Charlie Watts, c'est assez étonnant. Charlie Watts qui est un peu qui a jamais donné des interviews fleuves. Mais là, Charlie, d'ailleurs, vous le voyez sur ces images de Jacques Marcoux,
il est dans un état second, quoi. Il a la barbe naissante, il est pas propre sur lui. C'est l'antithèse du Charlie Watts dont on a l'image, quoi. Et en fait, il connaît une période. Il écoute trop Charlie Parker, il se met à l'héroïne et il boit du whisky toute la journée, en fait. Et à Paris, c'est manifeste. On ne sait pas pourquoi. Enfin, je crois qu'il y a une petite crise existentielle avec Shirley. Je me soupçonne d'avoir une aventure. Peut-être avec un mec, mais alors ça c'est moi qui interprète, donc c'est vraiment de la rumeur de bas étage, mais je me demande s'il n'a pas une aventure, peut-être pas avec un mec, mais en tout cas ça va pas dans son mariage, etc. Il est pas bien, et bon il est là à faire le sale boulot, quoi, donc ouais, et puis Undercover n'a pas donné lieu à tourner, donc ils sont peut-être pas au mieux, et puis c'est l'époque aussi, il commence à faire ces trucs de jazz un peu à l'avant-moelle, il sort des lives là avec des jazzeux, etc. Donc en fait, c'est vraiment pas la meilleure période quand tout ce beau monde se retrouve à Paris pour les sessions en 85, quoi. Donc du coup, ça déboule quoi? Et bon, ils vont essayer d'exploiter, entre guillemets, dans la promo, ils expliquent que du coup, l'ambiance était électrique. Donc il y a beaucoup de titres sur la bagarre, sur des textes assez violents, quoi. La continuité un peu de Too Much Blood ou des textes violents d'Undercover. On peut aussi signaler le fait qu'ils essaient de rajeunir leur son en convoquant Steve Lillywhite, qui est le producteur attitré de U2 avant que Brian Eno et Daniel Lanois n'arrivent dans l'équation. Donc effectivement, elle a un son beaucoup plus 80s avec des grosses batteries métalliques. Ouais, voilà, avec l'espèce de reverb coupé sur la caisse claire. D'ailleurs, c'est ce qui frappe après une très très belle intro. Moi, je trouve une très belle entrée en matière pour un album. Enfin, encore une belle entrée en matière. L'intro de One Hit est assez chouette avec la guitare sèche de Ronnie, un riff assez inspiré de Keith Richards et la batterie qui prend toute votre chaîne stéréo et qui transforme ça en horrible morceau FM, peut-être, alors que j'aime beaucoup le titre. Ouais, bon, je sais pas, moi Après oui, c'est bon, on a digéré ça. Effectivement, c'est assez manifeste le changement de son par rapport à ce qu'il y avait sur Undercover. Ouais, surtout au niveau du son de batterie. C'est Lillywhite qui apporte ça. Pourtant, Lillywhite, il n'y a pas un son de batterie comme ça sur les YouTube, quoi. C'est ça qui est étonnant. Bon, un peu quand même, ça rappelle un peu le son qu'il y a sur War, un album comme War, par exemple. Quand même. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est donc Jagger vient l'après-midi faire ses parties de chant, mais le soir ça se transforme en vraiment moments absolument géniaux dans l'histoire des Stones, qui sont superbement racontés par Bill Jarman, que je salue aussi, que j'embrasse, qui a écrit un des meilleurs livres, allez on va dire un livre pas de musicologie, mais plutôt d'un livre d'un point de vue d'un fan, mais qui est vraiment bien ficelé, parce que Bill Jarman a eu la chance d'habiter à New York et donc d'être au plus près des Stones en tant que fan, et d'avoir été en tout cas... Allez, on va dire entre 80 et 88, accepté dans le cercle des Stones, en tout cas dans le cercle proche de Kiss et de Ronnie, notamment de Ronnie Wood, avec qui il va coécrire un livre, etc. Donc il est beaucoup là. Donc on a beaucoup de témoignages sur ce qui se passe à l'époque. Et donc Bill Jarman est invité aux sessions, à la condition qu'il attende que Jagger se barre pour pouvoir les rejoindre. Et du coup, il y a plein de nuits, il passe au studio et il se retrouve... assis à côté de Charlie Watts, à écouter des jams avec Bobby Womack, Ronnie Wood, Keith Richards, qui revisitent des standards de Stax. Enfin, c'est des sessions assez géniales qui auraient pu débouler sur un album vraiment, vraiment génial. Richards est partout. Il y a beaucoup d'outtakes et de démos, c'est très documenté. Il y a You're Too Much, il y a Treat Me Like a Fool, Deep Love, voilà, I'm Going to Do With Your Love, et puis plein de Crush Pearl aussi, et puis plein de reprises aussi de standards. D'ailleurs, qui va débouler sur le premier single, finalement, qui est une reprise de Bob and Earl, qui s'appelle Harlem Shuffle. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça, c'est le premier single, c'est une reprise, quoi. Ça pas arrivé depuis quand? Un single, le premier single de l'album des Stones. Le premier single, je sais pas, mais la dernière fois qu'ils ont fait Too Big. Ouais, la dernière fois qu'ils ont fait c'est un troisième single, dit voilà. Mais c'est ça, ouais. Ouais, depuis les années 60, oui. C'est Little Red Rooster, moi, qui me vient, mais... Oui, et puis c'était même pas sur un album, Little Red Rooster. Donc juste pour parler de Harlem Shuffle, donc du coup, ils mettent ça en avant, et le clip, c'est un espèce de dessin animé avec un chat qui se métamorphose en Jagger. Richard a l'air assez cool, assez beau. C'est l'époque quand même où il prend un peu cette espèce de gueule de pirate qu'il va cultiver jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'Harlem Shuffle? On pense quoi d'une chanson comme Harlem Shuffle? Moi je trouve ça pas mal, quoi. Oui, non, c'est bien. Mais dans le contexte de l'époque, par rapport à tout ce qui sort, comment c'est reçu? Est-ce que les mecs sont complètement à la masse? Ouais. Les gens se foutent de leur gueule ouvertement, quoi. Ouais, les Stones ont jamais été aussi has-been. Ringardisés, là, même puis pas par eux-mêmes. De toute façon, après, les Stones, ce qui fait leur aura
persistante, c'est quand ils sont un groupe de scène. Ouais. Et là, vu qu'en plus ils sont pas sur scène, ils sont une espèce d'anomalie dans le paysage de l'époque, où en plus on voit effectivement là pour le coup un groupe comme U2 conquérir comme ça les États-Unis et devenir, c'est quand même l'époque de U2, de Bruce Springsteen au niveau du rock blanc, qui sont quand même les deux entités Et qui... pas que ça, il faut pas oublier non plus Simple Minds et Queen, etc., qui cartonnent à cette époque. Si Oui. vous regardez Live Aid en entier, c'est énorme la réception de Queen, par exemple, au Live Aid. C'est un vrai groupe avec un vrai chanteur, une unité que les Stones n'ont plus, d'ailleurs. Je Bien reviens sûr. sur Live Aid. Et le problème, effectivement, c'est qu'ils ne tournent pas. Alors, pour essayer de... Ce qui sauve, entre guillemets, ce clip d'Ariane Shuffle, c'est les 3 plans qu'il y a sur Keith Richards, qui a quand même une classe légendaire. Mais enfin, ça fait trop peu pour un single qui ne marchera pas plus que ça. Donc une reprise. Mais tout ça, c'est grâce à Richards, c'est né de ces sessions la nuit où tu avais tous les potes, Bobby Womack, Tom Waits, qui y a d'autres sur cet album? Il y a tout le monde. Jimmy Page sur Run It to the Body, bien sûr. Alors, si vous voulez Jimmy Page, c'est forcément lui sur le solo. Est-ce que les 2 solos sont de lui? Oui. Toi, t'es persuadé que même le Bien premier? sûr, toute la lead. Toute la lead guitare, électrique, c'est Jimmy Page. Les riffs sont de Keith Richards. Et la sèche est de Ronnie. Et la sèche est de Ronnie. Pour moi, c'est limpide, quoi. Et ce qui est marrant, c'est la façon aussi dont est mixé Jagger sur cet album, parce que on dirait que le mec a voulu montrer qu'il passait juste... Enfin, c'est peut-être lui, ses performances qui me font dire ça, mais il se débarrasse des textes, quoi, tout en mettant des caisses. Regarde un morceau comme All Back. Je veux dire, tu lis le texte, c'est des kilomètres de texte, Staline, Roosevelt, machin, il est complètement dans un truc d'écriture automatique assez moyenne, tout en voulant être encore rebelle, donc ça donne un côté assez ridicule, quoi. Bien sûr. Plus, enfin, je dis pas que les textes sont pires que ce qu'il a voulu faire sur She's the Boss, quoi, parce que enfin, les deux sont médiocres. Mais ouais, c'est vraiment Jagger qui est plus dans le groupe, quoi, et ça s'entend. On a vraiment même l'impression que la voix est posée par-dessus. Ouais. Et je pense que tu te débarrasses de la prod, et quand tu écoutes les nombreux bootlegs, il y avait de la matière. Richard était hyper investi, c'était l'époque où il s'intéressait de nouveau à plein de choses, à jouer de la guitare, et c'est ce qui va déboucher sur Talkie Ship, etc. Sa collaboration avec Steve Jordan. En 86, il va faire le rock and roll, donc il va devoir s'occuper en fait pour exister sans Jagger, quoi, qui a lui décidé d'exister sans les Stones, quoi, ce qui ne marchera jamais d'ailleurs. Et puis surtout, enfin, Jagger est persuadé qu'on a changé d'époque, que l'époque du groupe de rock itinérant en tournée, etc., c'est fini, que tout se passe à la télé, que tout se passe dans l'image, que tout se passe par des personnalités fortes, etc., et que l'espèce d'idéal du groupe de rock, bande de copains, etc., c'est terminé, que les gens s'en foutent d'aller admirer un orchestre. Ce que l'époque appelle, et ce que l'époque demande, c'est de la star, de la grosse star narcissique. C'est ce qui va donner, c'est là-dedans qu'il veut aller. Mais c'est ce qu'il va faire jusqu'au bout, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Autre événement, dont je pense qu'on peut un peu développer ça sur cet épisode, c'est du coup les dernières sessions de Ian Stewart avec le groupe. Rappelons brièvement quand même pour les gens qui étaient Ian Stewart, apparemment c'est lui qui a fondé le groupe, quoi, tout simplement. Avec Brian Jones, oui. Avec Brian Jones, mais Ian Stewart a rencontré Brian, et après, voilà, le groupe s'est fait. Et Ian Stewart s'est éteint avant la sortie du disque, à la fin de l'année 85. Commençait à avoir des problèmes respiratoires, etc. Ça, c'est mes petites anecdotes morbides que j'aime bien. Et il est mort dans sa salle d'attente du cardio, quand même. C'est quand même pas de bol. Pourtant, il était au meilleur endroit pour essayer de se faire réanimer, ce qui n'a pas été le cas. Et là, je pense que ça a vraiment été un sale coup émotionnel pour les autres. À part la mort de Brian, ils n'avaient vraiment pas été confrontés à ça de façon directe. Et je pense que tout ça fait que tout le monde lâche l'affaire un peu après la sortie du disque. Ouais. Ils font la promo, et puis Jagger refuse de tourner. Je dis pas que c'est la raison, mais Jagger refuse de tourner pour finalement, un an après, faire une tournée de son deuxième album solo, en faisant 20 morceaux sur 25 des Stones. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'insistais sur la carte Charlie Watts. C'est que, et d'une, l'entente n'était pas bonne dans le groupe, et deux, Jagger s'était persuadé que le groupe était complètement à la masse pour pouvoir être performant sur la longueur d'une tournée.
Alors, il y a une chose que vous pouvez lire qui est criante pour illustrer ce qu'on dit, c'est tout simplement les crédits de l'album. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de morceaux signés exclusivement de Jagger Richards. On rajoute un Slash et un Wood sur plusieurs titres. De mémoire, One Hit, je pense, Fight aussi. Ouais. On va peut-être vérifier pour pas que je dise One de bêtises. Hit Fight, Dirty Work. Dirty Work et surtout il y a Chuck Level qui est crédité sur l'immonde Back to Zero. Back to Zero, exactement. Si, alors putain, le pauvre Richards qui est associé à Winning Ugly, quoi. Enfin, voilà, ça fait peine. Mais tout est. Putain, c'est incroyable. Là, je relis les. Il y a 2 reprises sur l'album, donc Ariam Chauffour, on en a parlé, de Bob Earl. Et t'as Too Rude aussi. Il y a Too Rude, reggae, repris par Richards. Du coup, en fait, il y a 2 morceaux signés de Jagger Richards, 3 morceaux signés de Jagger Richards, dont Sleep Tonight, qui est entièrement écrit par Richards, quoi. Donc c'est quand même un peu l'illustration que ça va pas. Si Ron Wood est crédité, croyez-moi, ça veut dire que Jagger n'a pas participé, peut-être juste à l'écriture des paroles finalement, non? Oui, c'est ça. je pense. Donc les sessions se passent pas bien à Paris, puis donc il retourne à New York, c'est là où Bill German explique ses fabuleuses sessions avec tout le monde. Hein. Il y a Ivan Neville qui va traîner longtemps dans l'entourage Richards et qui va finir par être un membre des Winos. On a Bobby Womack qui est même à la guitare sur Back to Zero, quoi. Faut quand même le savoir. Et après, on a une pléiade de backing vocals. C'est vraiment le fruit des nuits passées à New York, je crois, au Record Plant, si je dis pas de bêtises, où on a quand même Jimmy Cliff, Don Covey, qui était l'idole absolue de Jagger à l'époque d'Out of Our Heads. On a la future femme de Springsteen, Patti Scialfa, et Tom Waits, qui est dans les chœurs qu'on entend distinctement dans Sleep Tonight. Patti Scialfa, entre parenthèses, qui apparaît, pas forcément pour sa connexion avec Springsteen, mais plus parce que c'était une copine d'université du batteur de Richards, de Steve Jordan. De Steve Jordan. Steve Jordan qui apparaît pas tout à fait encore dans le paysage. Ils se rencontreront vraiment sur le clip, sur la BO du film Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg et la reprise donc, de Jumping Jack Flash par Aretha Franklin. Et après, ça va naître une collaboration assez importante. Du coup, l'album est quand même un échec assez relatif pour les Stones, même s'il se vend quand même, comme toujours pour un album des Stones, sur l'image. Est-ce qu'on peut parler de pire pochette de l'histoire des Stones? Bah oui, Annie Leibovitz pourtant, mais oui. Ouais, putain, ça j'avais oublié que c'était Annie Leibovitz. La pochette. Je suis pas sûr qu'elle aime qu'on lui en parle beaucoup, non, je sais pas. Mais c'est peut-être pas forcément la photo qui est mauvaise, c'est juste le choix des habits des Stones, non? Oui, bah tout. Enfin, en même temps, c'est une pochette qui reflète assez bien l'époque aussi. Est-ce qu'elle est mieux que celle de She's the Boss ou Primitive Cool? Je suis pas certain. Non. Non, mais elle est pas pire, quoi. Bah oui, non, mais ils sont vraiment plus du tout arbitres du bon goût, ça c'est certain, les Stones. Alors, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, et pourtant ils essaient d'être tendance, c'est ça qui est dramatique. Oui. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, One It to the Body, on en a parlé, moi il y a un très bon morceau que j'aime, c'est Fight. Oui, Dans la continuité, c'est un bon rock avec des guitares qui sont bien, peut-être desservies par une prod, encore une fois un peu. Je sais pas si. Moi je vois pas trop de similitude avec YouTube, même si le prod est le même. Ah bah oui, c'est pas la même musique non plus, attention, hein, c'est ça qui est Oui, voilà. oui, bien sûr. C'est Bah, pas aussi aérien. YouTube, c'est un groupe issu du punk et qui fait ensuite quand même plutôt du post-punk et qui ensuite va partir sur autre chose. Mais c'est pas du tout les mêmes bases. Ouais, donc ça, on est d'accord. Donc c'est aussi pour ça que le résultat n'est pas très ressemblant. De toute façon, harmoniquement, les Stones ont toujours été un des groupes majeurs les plus pauvres, finalement. Ça a toujours été. Bien sûr. Enfin, je veux dire, vous connaissez 5 accords, vous pouvez faire des reprises de Fight et de Silver Train sans trop de problèmes. Et du coup, j'avais un autre. Oui, il y a aussi l'espèce de plongée aux enfers de Charlie Watts se manifeste aussi par la présence de Ron Wood sur 2 titres à la batterie, sur Too Rude et sur Sleep Tonight. Ça veut vraiment dire que. En fait, ils n'ont jamais été au même endroit, au même moment, quoi. On a toujours parlé des Stones en ces termes. On dit qu'Exile, ils avaient du mal à tous être à 5 dans la même pièce à chaque fois, malgré le fait que ça soit chez Richard. Richard était en train de pioncer en haut pendant que les autres bossaient. Mais là, ça a vraiment été vrai, quoi. Donc finalement, il n'y a plus personne qui... et le prod, finalement, c'est qui le producteur
c'est les Glimmer Twins plus Lily White. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça que c'est signé comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a de remarquable? On a parlé d'Ariel Shuffle, Hold Back. Bon, mais moi j'aime bien ce disque. Hein, mais c'est aussi le premier disque, moi je suis né en 82, c'est le premier disque des Stones, le nouveau Stones qui sortait, que j'ai acheté. Donc il y a un truc de nostalgie qui va pas faire avancer le schmilblick dans le débat, quoi. Mais on a quand même, je pense, peut-être les deux titres les plus parmi les top 10 des titres les plus faibles des Stones, hein, je pense, et qui s'enchaînent en plus sur la phase B, c'est Winning Ugly. Ah, moi j'aime bien Winning Ugly. Ouais, t'aimes bien Winning Ugly parce que tu trouves ça drôle. Bah aussi, mais c'est une qualité. Ouais, mais c'est vraiment terrible. Enfin, je veux dire, les paroles, le contexte, quand on prend un peu de recul, et les chœurs, etc. Et que, enfin, je pense pas que Richard ait joué une note là-dessus. C'est qui là? C'est Ronnie qui fait ces belles parties de guitare là. Ouais, je pense, ouais. Ça lui ressemble, Et effectivement. Back to Zero est pire alors pour toi. Ah non, Back to Zero, c'est indéfendable. C'est Ouais. c'est quand même mauvais à tous on y les. vient. C'est mauvais à tous les niveaux, Back to Zero. C'est irrécupérable. Et pourtant, Dieu sait qu'on fera jamais de podcast en disant les pires trucs de tous les temps. Non. C'est vraiment pas notre but. Et d'ailleurs, on aime, je pense, tous les deux, on connaît le disque tous les deux par cœur. Oui, tout à fait. Et ce que j'aimais bien, tiens, quand même pour dire, c'est sur le vinyle, il y a une photo des Stones, qui est une photo de Lebowitz aussi, un peu avec les mêmes habits, et qui tourne, et ça c'était assez chouette, parce qu'il y a un côté à l'envers, donc tu regardais le vinyle tourner, ça c'est vraiment des souvenirs d'enfance à la con. Et le disque quand même s'achève sur deux titres fabuleux, titres très bons qui sauvent un peu l'album. C'est I Did With You, Oui. qui est un des seuls morceaux qui est, si je dis pas de bêtises, où il n'y a pas de basse dedans. Ou encore, c'est ça que je voulais dire, c'est que ils ont utilisé la promo en défendant le disque en disant que tous les textes étaient un peu ouais, j'en ai marre de toi, j'ai envie de te mettre un coup de poing dans le bide, on va se battre, pour illustrer la tension entre Jagger et Richard, illustré par le clip One Hit to the Body, où ils se font semblant de se battre. Par le réalisateur de Highlander. Du coup, les mecs qui bossent autour d'eux se disent bah, pourquoi pas utiliser un peu cette tension. Mais du coup, ça donne un truc un peu fake, quoi, fausse bagarre. C'est ridicule. Bon, après, on est dans l'ère où les clips sont quand même, posteriori, hyper et toujours un peu ridicule. Hein, une fois de plus. Ils sont pas sincères, quoi, voilà. Oui, et puis rappelons encore ce qu'était l'ère MTV et ce qu'était, surtout pour, du point de vue de vieux combattants du show business qui étaient les Stones, c'est qu'avant, quand ils tournaient des clips, c'était des trucs promotionnels mais qui étaient utilisés un petit peu. Ouais, c'est-à-dire qu'ils faisaient 4 clips en 3 heures, quoi. Oui, et puis surtout c'était des choses qui étaient destinées à avoir une diffusion relativement réduite. Confidentielle. Tandis que là, ils font ce clip-là, machin. Et qui passe en boucle sur MTV. Qui passe en boucle. Ce qui était déjà le cas sur She Was Hot. Voilà. J'ai lu un post sur Facebook l'autre jour, il y a un mec qui postait, un DJ d'ailleurs, chanteur d'un groupe parisien, enfin bref, qui disait Miss You Worst Song, est-ce que c'est pas la pire chanson des Stones? Bah putain, le mec il aurait révisé ses classiques, je peux t'en citer 50, et dont certaines qui sont sur l'album, quoi. Il y a bien pire que Miss You, des trucs comme ça chez les Stones, quoi. Donc I Did With You est une super bonne chanson, avec un pont hyper rigolo. Bon, ça révolutionne pas la musique, mais je trouve qu'elle a sa place si l'album avait été à cette hauteur. Et j'adore Sleep Tonight, qui est la continuité de All About You, qui était paru sur Emotional Rescue, qui est une balade tendre, etc. Et malheureusement, il en a fait plein, en fait. Voilà, non, mais il en a fait plein, notamment à cette époque, en 85. C'est-à-dire que... et après aussi. Il aurait... Oui, mais avec moins de... avec moins de réussite, quoi. Tu vois, là, vraiment, c'est l'époque où il commence vraiment à un peu ouvrir son cœur, à être vraiment amoureux et avoir son histoire d'amour définitive avec Patty Hansen, qu'il a épousé 2 ans avant. Et donc, oui, mais avant toute chose. Le Bautu, c'était un règlement de compte avec Anita. Il reprend confiance en lui, Richard, quelque part. Même si, de la part de Richard, qui a un peu la confiance en lui incarnée de le je m'en bats les couilles sur Pat. Au moins, il a quand même passé les 10 années précédentes plus ou moins à faire là où Jagger lui disait de faire. Ouais, c'est ça. Tandis que là, il prend un petit peu... la tournée 80-82 le relance complètement. Oui, mais enfin, sur Undercover, il est assez discret quand même. Ouais, on en peut termes dire de que ce production soit musicale, oui. Oui, et puis même en temps... tandis que là, il revient avec des riffs, je veux dire, Fight, c'est un vrai riff. Il fait de la figuration sur Undercover, là, je veux dire, alors que d'ailleurs, deux morceaux chantés par qui, c'est pas une première, ça? Si. Voilà, déjà, ça explique aussi l'absence de Jagger. Et donc, le titre caché, c'est peut-être le premier titre caché de l'histoire du CD.
Enfin, c'est une espèce Ah de... non, c'est la fin de Sgt Pepper, le premier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un petit hommage à Ian Stewart, donc, qui était mort entre-temps, donc ils ont rajouté un extrait de lui jouant un petit bout de Kit de Highway. Donc du coup, comment le disque est reçu? De façon désastreuse. Moi, je connais les promos en France où Philippe Manœuvre dit les Stones sortent un nouvel disque pour la première fois depuis longtemps, il est excellent. Donc c'est le jeu aussi de la publicité, etc. Et on a cette interview qui était diffusée dans le JT de 20h, Antenne 2, où Richards défend vachement le disque et où Jagger est un peu là, oui. On lui dit alors le disque il a été plus facile à faire. Non, non, pas du tout. Enfin, lui, il montre à la presse qu'il en a ras le cul. Comme tu disais, il est ailleurs. Il a déjà des riffs de Throwaway au fond de son crâne, quoi. Et du coup, bon, la promo se fait. Moi, je me souviens que c'était une grosse promo. D'un côté, mon père était fan, donc on attendait la sortie du disque et tout. Et puis bon, du coup, on l'a beaucoup écouté à l'époque, mais est-ce qu'il y avait d'autres trucs rock'n'roll comme ça à l'époque, en 86? Explique-nous un peu ce qui sort, ce qui est important en 86, sans vendre la mèche sur le top. Bah non, je l'ai dit, au niveau... pour moi, avant tout, milieu des années 80, le rock, c'est quand même avant tout Springsteen et U2 qui monopolisent le truc. Born in the USA de Springsteen a quand même été vraiment un truc énorme. U2, ils viennent de conquérir les États-Unis, donc c'est à peu près ça. Ce qui se passe de manière gros et mainstream, après, effectivement, on est toujours dans un univers très starisé, avec la trilogie Michael Jackson, Madonna et Prince. Et on a des choses un peu plus géocentrés européens, des phénomènes style The Cure, ou même on l'a en tête à cause de sa mort, mais de Talk Talk, effectivement, qui vient de sortir ses 2 gros albums et qui est un gros groupe en Europe. Ouais, mais justement, tu vois, 86, c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, Springsteen, si je ne me trompe pas, sort pas de disque, et il attendra l'année d'après pour sortir Tunnel of Love. Jackson, Bad, c'est l'année d'après aussi. Oui, mais Springsteen... Donc, y a pas... Non, mais ça peut paraître, ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. 86, c'est quand même l'année où Springsteen sort son triple live et qui va se vendre avec... Triple live, tu veux dire le truc 75-85, et qui va se vendre... c'est un triple, c'est pas... Enfin, c'est un quintuple vinyle, ouais, c'est ça, quintuple vinyle, mais triple en CD, ouais. Et qui va se vendre comme des petits pains, ouais. à des sommes stratosphériques. Donc c'est en ça que je dis que le rock'n'roll à guitare, pour moi... je pense que dans la tête du grand public, le rock à guitare au milieu des années 80, c'est avant tout U2 et Bruce Springsteen. Ouais, non, mais t'as raison. Et Simple Minds, qui est énorme. Ouais, mais je pense que Simple Minds, c'est plus européen. C'est plus un groupe qui a le même statut de notoriété que les Cure. Donc pour moi, c'est quand même un peu en dessous. Ouais. Donc du coup, voilà, pas grand-chose à dire d'autre. Un album de transition, il aurait pu être le dernier album des Stones. D'ailleurs, je pense qu'à la fin des sessions, tout le monde se dit, bon débarras, c'est terminé. Et puis il y a ce fameux telex de Jagger, salut, je tournerai pas pour la tournée Dirty Work. Tout ça pour faire une tournée solo après avec Steve Vai, pas avec Steve Vai, mais avec Satriani et Simon Phillips. L'année d'après, la Richards se décide enfin, lui qui a toujours dit non, mon groupe de potes pour la vie, finit par s'associer à Steve Jordan pour faire et tant mieux. Et tant mieux, parce que ça sera un bon album qui va un peu mettre une giflasse à Jagger et le faire revenir sur ses positions, quoi. Et puis c'est ni plus ni moins le sommet de tout ce qui a pu être produit par quelque chose qui touche aux Rolling Stones dans les années 80, tout simplement. Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc voilà, un podcast où c'est difficile de parler, mais j'espère qu'on aura quand même raconté quelques trucs. Voilà, je pense qu'on a été assez complet, hein. C'est difficile de faire plus sur Dirty Work, hein, qui est un album, un petit album, qui restera quand même pour moi supérieur à Steel Wheels, qui a été vachement plus reçu, mais pour des questions différentes, on en reparlera. Il y avait entre Dirty Work et Steel Wheels, il y a toute la question du catalogue qui va être réédité, etc. Donc, la réédition CD. La réédition en CD, c'est ça que je voulais dire. Et portée par, comme tu disais tout à l'heure, une tournée, ce qui n'était absolument pas le cas, quoi. Les Stones, c'est terminé.
Et pour beaucoup, voilà, c'est la période, la plus terrible. Et Richards appelait ça la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà pour ce petit podcast sur Dirty Work. Je te remercie d'avoir participé. Et Merci puis, de m'avoir invité. je t'en prie, j'espère je te réinviterai pour Steel Wheels. Tiens, t'as été tellement bon que. Merci. Voilà, je vous embrasse en tout cas. Et puis à bientôt. Merci.